On se retrouve pour une vidéo, on va essayer de faire courte, dans laquelle on va présenter des travaux qu'on a réalisés à l'occasion d'un événement qui s'est passé l'été dernier à Rennes, au Parlement de Bretagne, et qui s'intitulait Arseille-Zavel. On veut faire cette vidéo aussi pour présenter un peu plus nos travaux et lier la chaîne YouTube à notre activité d'artistes, de créateurs qu'on a surtout principalement, au sein d'un collectif qu'on a créé tous les deux, qui s'appelle Et on Navel. Et là, on se retrouve dans un endroit qu'on a cherché, pas pendant longtemps, parce qu'il est assez facile d'accès, mais c'est une ruine de chapelle qui est en ruine depuis sûrement très très longtemps, parce qu'il y a des photos qui ont plus de 100 ans, qui montrent qu'elle était déjà en ruine. Il restait encore le clocher. Là, malheureusement, il est tombé. Mais on a un petit peu débroussaillé autour à l'aide du bâton qui est avec des neiges. Et voilà, on s'est dit qu'on avait peut-être le temps pour parler justement d'un travail chacun. Denez va présenter une peinture et moi une gravure. Donc moi je voulais vous parler d'une peinture en particulier, c'est Ker Is. Comme son nom l'indique, ça fait allusion à la célèbre légende très connue en Bretagne de la cité 10. Je vais pas raconter toute l'histoire, je pense que beaucoup la connaissent. En gros, ça raconte l'histoire d'une cité qui serait au large dans la baie de Douarnenez, donc où il y avait à l'époque une grande cité qui s'appelait la cité 10. Où régnait un roi très connu aussi qu'il y a dans d'autres histoires, le roi Gradelon et sa fille Dahu. Il y a plein de péripéties qui se passent dans l'histoire, mais suite à des problèmes moraux qu'effectue Dahu, la cité se fait engloutir par l'eau comme une punition divine. Donc le roi Gradelon arrive à partir de la cité avant qu'elle ne soit engloutie. Mais bref, elle est submergée par les eaux. Moi, j'ai représenté dans cette histoire-là. Ça représente plutôt la fin de l'histoire. On voit deux personnages qui font référence à Dahu et à Gradelon. Et au loin, on peut voir une sorte de structure qui ressort de l'eau. Et donc, ça raconte le passage après que la cité soit engloutie. On dit que la cité pourrait réémerger. Donc, symboliquement, une cité qui revient, c'est tout un patrimoine, toute une histoire que l'on retrouve. Symboliquement, moi, c'est ça qui me plaisait, c'est que finalement, c'est un peu, moi, comment je vois la redécouverte, quoi. C'est un peu comme une cité qui réémerge de l'eau, qu'on avait oublié et qu'on peut retrouver de cette manière-là. C'est ça qu'on voit au loin. Et c'est ça qui illumine un petit peu de cette couleur jaune très vive toute la scène. Donc ces deux personnages et qui font référence à Gradelon et Dahu. Les vêtements que portent Gradelon et Dahu sont des vêtements qu'on pourrait porter aujourd'hui. Ils sont imaginaires puisque c'est moi qui ai dessiné les vêtements, même s'ils sont probables et tout ça, mais j'ai dessiné des motifs dessus qui n'existent pas en vrai. Donc sur le bob qui évoque un petit peu la couronne, on voit des motifs de vagues qui s'entremêlent un petit peu, qu'on retrouve dans les broderies du pays bigoudin, mais aussi on retrouve ce motif-là sur certaines stèles de l'âge du fer essentiellement. Et Dahu, elle porte une sorte de ruban qui est attaché à ses cheveux, qui est tressé un petit peu, qui est inséré dans la tresse. C'est une sorte d'allusion aussi aux coiffes que l'on portait avant. Ces deux personnages sont sur une structure que de prime abord on peut penser être des rochers, mais en fait c'est un blocos qui se trouve à Tréguenec, dans le pays bigoudin, encore une fois. Sur la plage de Kermabec, c'est pas très loin du Concasseur, pour ceux qui connaissent. Enfin, ça actualise un petit peu cette légende que l'on connaît beaucoup, et l'idée c'était un peu de faire une vision contemporaine de cette histoire. Et moi, de mon côté, j'avais présenté une gravure que j'avais appelée Oberur Armaro, ça veut dire l'ouvrier de la mort en breton. Et c'est une gravure qui représente l'Ankou. Je sais pas si vous connaissez tous l'Ankou, mais pour la faire courte encore une fois, la légende de l'Ankou, c'est une tradition orale qui dure d'on ne sait pas combien de temps en Bretagne, mais qui stipule que la mort aurait été personnifiée à un moment. Alors on ne sait pas si c'est la mort elle-même ou l'ouvrier de la mort, mais la plupart des sources parlent d'un ouvrier de la mort. Cette entité-là se manifesterait dans les villages bretons pour annoncer, bien souvent comme pour prévenir, que la mort viendrait frapper une des personnes du village. Il y a un homme qui a pas mal collecté ces traditions orales que les anciens forcément n'écrivaient pas. Cet homme-là, il s'appelle Anatole Lebras, et il a écrit plusieurs bouquins, dont un qui s'appelle Les légendes de la mort. Et dedans, il parle à plusieurs reprises de l'Ankou. Et moi, je me suis pas mal appuyé de ce livre pour imaginer mon Ankou à moi, ma vision de l'Ankou. Donc c'est pour ça que j'en ai fait un jeune, surtout. La plupart du temps, l'Ankou, il est représenté par les anciens comme étant une sorte de squelette portant soit un arc, soit une masse, soit une faux montée à l'envers. Et ça, c'est surtout sur les ossuaires, dans les enclos paroissiaux autour des églises, notamment à Brasparts par exemple. Mais plus récemment, l'Ankou, il est représenté un peu toujours de la même manière dans les bandes dessinées, un petit peu fantasy, c'est-à-dire un homme assez vieux, rachitique, squelettique, qui a un long chapeau, des longs cheveux,
et qui est inspiré forcément des anciens Bretons d'avant la Première Guerre mondiale. Et cette personnification-là, cette imagerie-là de l'Ankou, elle est très très horrifique et épouvantable un petit peu. Ça relève plus de l'épouvante. Et c'est pas trop ma vision à moi de l'Ankou. Moi, je vois plus quelqu'un comme le jeune que j'ai représenté dans ma scène, c'est-à-dire déjà quelqu'un qui peut être jeune, parce que selon ce qu'a relevé Anatole Lebras, il y a des gens qui prétendaient que l'Ankou était changé tous les ans et était le dernier mort de l'année passée. Et donc, étant donné que les jeunes pouvaient aussi mourir, j'ai forcément pas eu de mal à imaginer que dans ma scène, l'Ankou serait un jeune. Je l'ai représenté avec sa faux montée à l'envers, quand même, mais il est plutôt énergique et plutôt en bonne santé quand on voit son apparence, son allure. Je l'ai représenté avec un pantalon qui n'existe pas, mais que j'ai, comme Dénez a imaginé des vêtements, j'ai imaginé les miens aussi. On aime bien faire ça en général dans nos travaux. Et pour ce pantalon, je me suis inspiré de motifs que James Bouyer, l'architecte des Sèvres, mettait souvent sur des clochers d'église ou dans des ouvertures pour des fenêtres, c'est-à-dire des triangles qui s'enchevêtrent, qui s'alignent comme ça et qui font une sorte de direction d'élévation vers le ciel. Sur la scène donc, l'Ankou vient de terminer son travail d'ouvrier de la mort, il a récolté toutes les âmes qu'il devait récolter, et il les a mises dans sa sacoche. Souvent dans les textes anciens on parle de bissac, et il délivre donc ces âmes comme une sorte de fluide qui sort naturellement de sa sacoche à la mort. La mort qui est représentée en haut à droite, et qui n'est pas réellement visible, on voit juste des mains qui indiquent qu'elle veut récupérer son dû. Et voilà, c'est une scène qui montre le travail fini de cet ouvrier-là. Pourquoi je ne l'ai pas représenté aussi sous les traits de quelque chose d'assez horrifique, c'est que dans ma vision, l'Ankou, il pouvait être aussi pas forcément négatif. Et je pense que c'était la vision des anciens aussi, c'est-à-dire qu'on pouvait invoquer l'Ankou, on pouvait vouloir que l'Ankou intervienne, quand par exemple quelqu'un qu'on aimait, quelqu'un de notre famille ou un de nos proches, souffrait tellement qu'on arrivait à lui souhaiter de partir, parce que l'agonie était tellement lente et dure que la venue de l'Ankou aurait fait plus de bien que de mal finalement. Cette idée-là générale que l'Ankou peut sauver aussi les gens de l'agonie, eh ben, je l'aime bien. C'est pour ça que j'ai représenté l'Ankou comme quelqu'un de pas forcément sympathique, mais de plutôt inoffensif. Derrière, on peut voir le Tuchen Michael, c'est-à-dire le Mont Saint-Michel de Brospar, avec la petite chapelle en haut, synthétisée. Et on voit aussi que l'Ankou est dans des sortes de marécages, qui aujourd'hui sont le lac de Brénilis, mais qui auparavant étaient donc des marécages, des tourbières même plus précisément, qui étaient sûrement très sacrés il y a des époques assez lointaines. Et voilà pour nos deux travaux. Si ça vous a plu, on aimerait bien que vous nous le dites, comme ça on pourra aussi refaire des vidéos sur ce sujet. On s'étend pas trop sur nos travaux, sur la signification, sur tout ce qu'il y a derrière, mais bien souvent quand on fait des images, on a pas mal de références derrière, on a plusieurs univers qu'on met comme ça, comme un syncrétisme. Et en parler en vidéo, je trouve que ça peut être pas mal, ça peut avoir nous-mêmes, on peut avoir une autre approche sur nos travaux, et puis ça peut faire découvrir nos travaux à des gens qui ne connaissaient que la chaîne YouTube. D'ailleurs, je mettrai le lien du compte Instagram, de notre compte Instagram, dans la description de la vidéo, parce que dedans, il y a tous nos travaux, donc on les poste assez régulièrement, à travers des photos, mais de plus en plus on fera des vidéos courtes. Et on a aussi pas mal de stories qui sont toujours visibles et qui montrent un peu tous nos vagabondages, toutes nos aventures d'exploration comme celle qu'on vient de faire aujourd'hui, et peut-être que ça pourra intéresser certaines, et peut-être que ça pourra même vous encourager à faire de même, à ouvrir l'œil sur tout ce que notre pays réserve comme merveille.